Bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. Toujours un plaisir d'être avec vous pour la présentation de cette édition, la grande édition du journal en langue française. Je suis Eddy Sabiti. Voici tout de suite les titres de notre édition. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le gouvernement du Rwanda a donc rejeté en bloc toutes les accusations portées par le gouvernement de la République démocratique du Congo au cours de ces derniers jours sur le rôle du Rwanda dans l'insécurité que connaît la RDC dans sa partie Est particulièrement. Et puis le ministère rwandais de la technologie. Je vous disais que donc dans ce journal, nous serons avec le porte-parole du gouvernement du Rwanda, Alain Mukurarinda, qui est déjà installé avec nous tout à l'heure. Il va répondre à quelques questions que nous lui avons réservées. Et puis, je vous disais en titre que le ministère rwandais de la technologie et de l'innovation déclare que dans les 18 prochains mois, la population rwandaise va jouir de 660 services électroniques comme transition vers les services électroniques à 100% d'ici l'année 2024. Bienvenue dans cette édition, comme je vous le disais tout à l'heure, dans un communiqué publié par le gouvernement du Rwanda ce mercredi, celui-ci rejette en bloc toutes les accusations portées par le gouvernement de la RDC au cours de ces derniers jours sur le rôle du Rwanda dans l'insécurité de la que connaît la RDC. Notamment dans sa partie Est. Dans ce communiqué, le Rwanda réaffirme qu'il dispose du droit de défendre son intégrité territoriale comme tout autre pays et rappelant plusieurs actes de violation de son territoire par les forces de la RDC, les FARDC et les FDLR. Justement, à ce sujet, nous sommes rejoint par Alain Mukurarinda, qui est porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, pour parler en détail de ce communiqué. Allez, bienvenue et bon après-midi chez vous. Bien, merci beaucoup. Alain, alors je disais que dans un long communiqué rendu public ce mercredi, vous avez cité, là je cite, c'est une grave erreur de confondre les mesures mises en place par le Rwanda pour garantir sa sécurité et surtout sa sécurité du territoire et une quelconque assistance aux groupes armés en République démocratique du Congo. Tout d'abord, j'aimerais savoir pourquoi ces mesures font-elles réagir les voisins congolais? Bon, ces mesures font réagir les voisins congolais parce qu'aujourd'hui, je pense que si on demande au gouvernement congolais d'expliquer pourquoi depuis 5, 10, 15, voire 20 ans, ce problème n'est pas résolu, ils n'ont pas vraiment d'explication plausible à donner. Aujourd'hui, même les pays qui se sont joints aux réclamations du gouvernement, je pense qu'ils sont dans l'erreur, c'est trompeur parce que cela détourne l'attention des causes réelles du conflit. Aujourd'hui, si on se met à parler d'un seul mouvement dans la région, alors qu'aujourd'hui, on nous parle de plus de 130 mouvements. Aujourd'hui, si on se met à parler d'un seul mouvement dans la région, alors que dernièrement à Luanda, on avait même cité au minimum 3 mouvements qui devaient être considérés comme causant l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, je ne vois pas pourquoi on continue à parler d'un seul mouvement. Et cela a un impact, bien sûr, sur la sécurité des pays voisins et du Rwanda. Donc, ignorer ce qui se passe réellement, faire toujours des accusations, c'est des vieilles accusations, c'est récurrent, et cela sape également les efforts des autorités régionales.
à la recherche d'une solution durable et définitive et à la paix. Et puis, ça handicape les initiatives qui ont été prises dans la région, les initiatives de Nairobi, les initiatives de Luanda que je viens de citer, parce que d'un côté, dans la région, on essaie de trouver des réponses et la RDC participe et la RDC signe ces initiatives. Malheureusement, dès le lendemain, les autorités congolaises vont sur les antennes nationales et internationales pour dire le contraire de ce qui s'est dit dans les réunions. C'est pour cela qu'on dit c'est trompeur, ce sont des erreurs qui ont été commises et qui continuent à être commises. Et pourtant, on dirait qu'on n'a pas tiré de leçons de ce qui s'est passé depuis 5-10 ans. Alors Alain, un peu plus au fond dans ce communiqué, vous dites que les autorités, donc vous dites que les accusations de la part des autorités congolaises est une distraction. À quoi faites-vous allusion exactement quand vous dites que ces accusations est une forme de distraction? C'est une distraction pour le gouvernement congolais veut cacher son, son incapacité totale, le manque de volonté politique et une fuite de responsabilité à combattre, par exemple, les plus de 130 groupes armés qui pullulent à l'est du pays. C'est une incapacité totale et un manque de volonté politique pour résoudre les graves abus commis contre les civils par les FARDC en connivence avec les groupes armés et les FDLR. Une incapacité totale à résoudre, à interdire l'incitation publique à la propagation des discours de haine contre les rwandophones ou les Tutsis congolais. Tout ça, c'est un tout auquel aujourd'hui le gouvernement congolais ne sait pas comment répondre, ne sait pas expliquer pourquoi il ne parvient pas à résoudre ce problème alors que les pays limitrophes sont d'accord pour lui donner, pour l'aider. Aujourd'hui, on nous parle de plus de 80 000 réfugiés qui sont au Rwanda. Il y en a parmi eux qui sont au Rwanda depuis 20 ans. On n'a jamais entendu le gouvernement congolais se préoccuper de ses propres compatriotes. La communauté internationale devrait demander au gouvernement congolais l'arrêt des persécutions et le respect du droit de retourner dans leur pays de ces réfugiés. Tout ça, on n'en parle pas. Aujourd'hui, je crois que ces pays aussi se demandent que répondre si on se pose la question de savoir pourquoi la MONUSCO est là pendant 20 ans et dépense 1 milliard de dollars chaque année pour des résultats non tangibles, pour un maigre résultat. Tout ça, je pense que pousse certains à dire, OK, on n'a pas de réponse, mais si on dit que c'est le Rwanda qui est la cause de tout, ça va peut-être calmer certains, mais malheureusement, ce n'est pas parce qu'on énonce des informations qui sont différentes de ce qui se passe réellement sur le terrain que cela va résoudre quelque chose. Alors, Alain, le Rwanda et la RDC, tous les deux restent engagés dans dans les mécanismes, que ce soit l'initiative de Luanda, que ce soit le processus de Nairobi mis en place par les pays de la région, dans le souci de ramener la paix, notamment dans la partie est de la RDC. Alors, pensez-vous qu'avec de telles accusations, ceci risque de porter un coup déjà à ce processus déjà engagé? Les accusations sont là et les explications de l'autre côté sont là et sont aussi là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller au-delà et essayer de résoudre ces problèmes par la voie pacifique. Mais ce qui est très important, il est temps qu'on prenne le problème dans sa globalité. Aujourd'hui, si le gouvernement congolais vient de nous parler du M23 seulement, alors qu'on parle de plus de 130 mouvements à l'est du pays, aujourd'hui, si on vient condamner ou critiquer le Rwanda en parlant d'une petite partie du problème, je ne pense pas que cela aide à la recherche de la paix dans la région, aide à la résolution de ces problèmes. Il faut que les choses soient prises dans leur globalité et que tous les pays aident
le Congo et les pays voisins et les pays limitrophes qui sont prêts aussi à aider et qui sont impactés également par ce problème d'insécurité et que tous ces pays viennent les aider au lieu de faire, de sembler mettre de l'huile sur le feu. Peut-être aussi pour terminer, Alain, plus loin dans ce communiqué, il évoque les massacres des Kishiché par le M23, des massacres qui ont été dénoncés par le gouvernement de la RDC et d'autres acteurs en international. Et ce communiqué du gouvernement rwandais lui parle d'une pure invention sans fondement. En fondement, parce qu'aujourd'hui même, j'ai entendu les autorités congolaises hier sur des antennes des radios internationales dire qu'ils demandent qu'il y ait des enquêtes. Alors, on se demande pourquoi, si aujourd'hui, il n'y a aucune entité indépendante en qui on peut avoir confiance, qui a fait des enquêtes, pourquoi avoir déjà déclaré qu'il y a eu des massacres commis par tel, alors qu'on sait très bien qu'il y a eu des affrontements entre le M23 et les FARDC appuyés par les groupes armés, dont les FDLR. S'il y a eu des affrontements, il faut attendre qu'il y ait des enquêtes. Il ne faut pas prendre des conclusions hâtives. Et ce qui est surprenant, c'est que ces conclusions hâtives, qui ne sont basées sur aucune enquête, ont été reprises par la presse internationale et ces pays qui critiquent. Donc, c'est contradictoire d'accuser tel ou tel, alors que toi-même, tu admets que les enquêtes n'ont pas encore eu lieu et que tu demandes que ces enquêtes soient faites. Le Rwanda soutient ces enquêtes et à partir du moment où on aura les résultats d'enquête, là, on pourra tirer des conclusions. Merci beaucoup en tout cas pour votre disponibilité. Merci à vous. Je vous rappelle qu'il s'agissait là de Alain Mukurarinda, qui est porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, qui s'exprimait par rapport aux accusations venues de la RDC et dont le Rwanda a donc réagi par un communiqué très long et détaillé. Revenons ou passons à autre chose à présent, pour parler du ministère de la technologie et de l'innovation au Rwanda, qui déclare que dans les 18 prochains mois, la population rwandaise va jouir de 660 services électroniques comme transition vers les services électroniques à 100% d'ici l'an 2024. Cette révélation a été faite ce jeudi par la ministre Ingabire Paula alors qu'il s'entretenait avec les membres du Forum des partis politiques agréés au Rwanda. Actuellement, 82% des Rwandais se servent du téléphone portable et parmi eux, 30% utilisent des smartphones sur une centaine de services électroniques octroyés par 20 institutions. L'on se félicite d'une bonne gestion du temps estimé à environ 50 millions d'euros. Et puis, les membres du Forum des partis politiques agréés au Rwanda ont souhaité que les infrastructures relatives à la technologie se répandent un peu partout dans le pays pour que la population puisse en bénéficier pleinement. Parlons technologie et santé à présent avec BioNTech qui a franchi la prochaine étape dans la mise en place d'une production évolutive des vaccins ARNM en Afrique. Les 6 conteneurs d'expédition de taille ISO pour le premier BioNTech ont terminé leur construction en Europe et ont subi des contrôles de qualité par des experts de BioNTech et sont en cours de préparation pour être expédiés à Kigali au Rwanda où ils devraient arriver au premier trimestre de l'année prochaine. Les vaccins qui seront fabriqués dans ce réseau panafricain seront dédiés aux personnes résidant dans les pays membres de l'Union africaine dans le but de favoriser l'accès aux nouveaux médicaments
De plus, BioNTech fait progresser les vaccins candidats à base d'ARNM pour lutter contre le paludisme et la tuberculose sur la base de la plateforme d'ARNM de la société. Et les vaccins candidats devraient donc bientôt entrer dans les premiers essais sur l'homme. Parlons justice et génocide à présent avec la Cour d'appel qui a repris ce jeudi les audiences du procès Ladislas Ntaganzwa, initialement condamné à perpétuité pour génocide des Tutsis en 1994. Pendant l'audience ce jeudi, la parole a été donnée à l'accusé qui a détaillé les motifs d'appel d'une peine de réclusion à perpétuité prononcée à son encontre par la Haute Cour en l'an 2020. Ladislas, âgé de 60 ans aujourd'hui, a été condamné pour crime de génocide, meurtre, incitation au meurtre, extermination, viol et crime contre l'humanité. Ntaganzwa avait fait appel de sa condamnation, estimant que les témoins à charge ont été des témoins contradictoires. Il a également rejeté les rapports sur lesquels s'était basée la Cour pour le condamner à perpétuité. L'audience a été suspendue et reprendra ce vendredi avec toujours l'accusé à la barre pour continuer à présenter à la Cour ses motifs d'appel. Ladislas, ancien bourgmestre de la commune de Nyakizu au sud du Rwanda, est accusé d'avoir joué un rôle dans les massacres de plus de 25 000 Tutsis qui avaient trouvé refuge à la paroisse de Kyahinda dans la même commune de Nyakizu. Il a été arrêté en République démocratique du Congo en 2015 et avait été transféré au Rwanda l'année suivante, celle de 2016. Agriculture et économie à présent avec les caféculteurs un peu partout sur le territoire national qui déplorent la vieillesse de leurs caféiers et la diminution de fertilisants et produits des pesticides qu'on leur donne, situation qui a considérablement réduit leur production. Cette diminution a en effet affecté la contribution du café au produit intérieur brut et surtout à la contribution du Rwanda sur le plan international pour ce qui est du café. Les détails ici, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. Certains caféiculteurs de la province du Sud sont actuellement occupés à rajeunir leurs caféiers et d'autres sont dans leurs champs en train d'y mettre des herbes fertilisants et s'occupent d'autres activités visant à accroître la production du café, surtout qu'ils admettent que maintenant la production a diminué. La caféiculture marchait bien, sauf que de temps en temps, la production diminue suite au changement climatique ou bien suite à la vieillesse de caféiers qui sont là depuis 50 ou 30 ans et qui ne produisent pas bien des graines. J'ai 1200 caféiers. Avant, je réalisais une production de 7 ou 6 tonnes chaque année, mais maintenant, je ne trouve que 4 ou 5 tonnes. Plus les années passent, plus la production diminue. La récolte n'est pas actuellement du tout bonne. Si nous obtenons des jeunes caféiers, nous pouvons les rajeunir parce qu'avant, la production était bonne et nous pouvions trouver la solution à nos problèmes comme payer le minerval des enfants. Maintenant, la production a diminué. Beaucoup de gens ont abandonné la culture de café dans certaines zones, mais maintenant nous sommes en train de rajeunir nos caféiers. Pour trouver des solutions aux problèmes de diminution de la production de café, les usines et les vendeurs essaient d'aider les caféiculteurs à trouver des jeunes caféiers. Cependant, les jeunes plants disponibles ne sont pas suffisants, comme l'indique Majambere Silas en charge de l'agriculture dans le secteur de Musambira. L'obstacle auquel on est confronté est que tous les agriculteurs ayant besoin des jeunes caféiers n'en trouvent pas car ils sont insuffisants.
L'Institut national des statistiques au Rwanda indique que la production intérieure brute de la production agricole exportée a diminué de 1% au troisième trimestre 2022 par rapport à la même période de l'année dernière, ajoutant que c'est surtout celle du café qui a considérablement diminué. Dans l'agriculture, les exportations ont diminué de 1% parce que la production du café a diminué de 7,2%, mais celle du thé a augmenté de 22%. Les statistiques de l'Office national de développement des exportations agricoles, NAEB en sigle, révèlent qu'au cours de l'exercice 2020-2021, la superficie agricole des caféiers était de 42 000 hectares et la production a été entre 16 et 21 tonnes. Et puis, pour ce qui est des parents qui pratiquent le commerce transfrontalier et ceux-là qui sont dans l'agriculture dans la province de Gicumbi, nous sommes au nord du Rwanda. Ces derniers se félicitent du centre qui va donc s'occuper de développement de la petite enfance. Ce centre devrait donc aider ses parents à garder leurs enfants pendant que ces derniers sont à leurs occupations. C'est en tout cas un cri et surtout un soulagement pour ces parents que nous allons suivre dans cet élément. Au district de Gicumbi, en province du Nord, un centre de développement de la petite enfance d'une capacité d'accueil de 80 enfants a été inauguré. Les parents employés dans les champs de thé et ceux qui pratiquent le commerce transfrontalier indiquent qu'ils étaient confrontés au problème de ne pas avoir où laisser leurs enfants lorsqu'ils vaquaient à leurs occupations. Le directeur adjoint de l'Agence nationale du développement de l'enfant, Gilbert Munyemana, exhorte les acteurs du secteur privé à participer à ce programme afin que beaucoup de centres de développement des enfants soient mis en place. Il faudrait qu'ils puissent soutenir ce programme parce qu'il est très important non seulement pour le pays, mais également pour les parents et pour ces centres, car ces enfants vont y travailler et seront leurs clients. Et grosso modo, il s'agit là d'un excellent investissement que nous pouvons effectuer pour notre pays. La directrice adjointe du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF Rwanda, Yuan Min, souligne que les centres de développement des enfants contribuent beaucoup dans le bon développement des enfants. S'occuper des jeunes enfants est très important car les 1000 jours, quand je dis 3 ans de la vie d'un enfant, sont les jours qui nécessitent le plus d'attention car 8% de son cerveau se forme pendant ces années. Il est donc de notre responsabilité en tant que parents d'aider ces enfants à grandir en bonne santé et bien nourris, éduqués tôt et protégés. Cela aidera l'enfant dans son développement et tout au long de sa vie. Depuis 2016, seulement 17% d'enfants sur toute l'étendue du territoire national pouvaient avoir accès aux services de centres de développement des enfants, mais maintenant ils sont à hauteur de 70% et l'objectif étant de 100% en 2024. Grand merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. Surtout grand merci à toutes nos équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Janvier Morenzi Karangwa. À mon nom propre, je vous dis merci et je vous invite à rester fidèles à nos programmes. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.